Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai un invité, il m'a déjà donné de l'énergie. On a commencé le podcast il y a 10 minutes sans enregistrer en off. Il m'a déjà donné 10 tonnes d'énergie. Donc, Jean-Noël, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Jean-Noël et je suis directeur d'un laboratoire d'acculturation qui s'appelle Change Factory. Donc, je travaille sur les cultures entre les personnes et je suis coach professionnel pour entrepreneurs, start-upers et un sportif, artiste, tout le monde. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont besoin ou qui ont une problématique en tant que telle. Voilà, ce que j'aime dire, c'est je travaille principalement sur les performances. Ouais, moi Jean-Noël, je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Déjà, t'es partout. T'es sur LinkedIn, t'es sur Instagram, t'es sur Twitter, t'as je sais pas combien de livres sur Amazon. Mais c'est fou toutes ces expériences. Le format du podcast est trop court pour discuter de tout ça, mais on en reparlera. C'est pas grave, on fera une série de 17 épisodes. Mais moi, j'ai envie de te lancer sur un sujet que tu connais bien, hein, sur la marque employeur. Est-ce que tu peux en dire plus déjà ? C'est quoi ces stratégies de marque employeur ? Bien sûr. Quand on parle de marque employeur, on parle avant tout de 3 sujets majeurs. On parle d'attraction, on parle de fidélisation et on parle d'engagement. Quand tu ouvres ton podcast en parlant de Que des numéros 10, du coup, c'est hyper simple, c'est de dire comment tu recrutes que des numéros 10, comment tu les attires, comment tu donnes envie à tes numéros 10 de venir travailler avec toi, comment tu trouves tes numéros 10 pour venir travailler chez toi, enfin voilà. Et ensuite, comment tu les gardes, comment tu les fidélises, parce que c'est pas uniquement tous tes numéros 10, ils ont pas les mêmes envies, les mêmes motivations, les mêmes façons de fonctionner, et certains vont être des mercenaires, ils vont vouloir de l'argent, d'autres vont être des missionnaires, ils veulent que l'entreprise dépasse, leur mission dépasse l'entendement, il y a d'autres veulent aligner leurs valeurs, enfin voilà, tous les leviers de fidélisation et l'engagement. Alors on parle beaucoup d'engagement en ce moment, c'est un mot un peu galvaudé, il faut que les gens s'engagent et tout, mais l'engagement, en 2 mots, c'est quoi ? C'est la fierté de travailler pour une entreprise, la reconnaissance de son travail bien fait et l'envie d'en parler. Est-ce que les gens dans ton équipe, est-ce que les gens ont envie de parler de leur fierté de travailler dans cette équipe ? Donc la marque employeur, c'est les stratégies pour répondre à ces 3 sujets, pour avoir les meilleures personnes sur une mission. Ouais, moi je vais commencer par un truc un peu dur à dire. En plus, je le vois un peu aussi des jeunes que j'accompagne aussi. Hein. La nouvelle génération, je vais faire un truc super générique. Hein. Après, vous pouvez m'envoyer des tomates ou pas, mais c'est un constat. Là, je vois beaucoup de jeunes, ils croient plus en fait au discours des entreprises. Dans le sens où t'as des entreprises qui affichent fièrement leur chiffre d'affaires et les bénéfices et tout, tu vois. Et après, 3 mois après, tu vois, il y a des layoffs, il y a des licenciements, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui sont désengagées en fait dans certaines grosses boîtes parce qu'en fait tout ce que la communication que la boîte dégage ne correspond pas justement à la mise en action avec ce qui se passe en réalité avec les salariés. Donc voilà un peu mon constat, tu vois. Après t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je sais pas si tu peux. Ouais, non, bien sûr, c'est un hyper bon point. Je crois pas trop au sujet des générations.
Enfin, il faut pas oublier que c'est une modélisation universitaire, génération X, Y, Z et tout ça. Bon, il y a toujours quelqu'un pour dire j'ai un corps de X, mais j'ai une tête de Z ou n'importe quoi. Et on voit surtout que le monde du travail est complexe. Enfin, et le monde du travail est dur. Et t'as raison. Enfin, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont pas alignées. Mais comme des gens, comme des individus, des organisations, des gens qui mentent, il y en a partout. Et quand c'est une organisation ou une entreprise, ça pique, quoi. Mais c'est pour ça que j'insiste sur la notion de 3 piliers de marque employeur. C'est juste de dire, c'est facile d'attirer avec des paillettes. Tu peux avoir des paillettes et faire venir des gens et tu fais venir plein de monde. Si derrière, t'es pas aligné et que derrière, c'est tout pourri et que tu crées de la déception et de la frustration, les gens vont partir. C'est facile d'attirer avec nous, on gagne plein d'argent, on a levé X millions, mais que derrière, il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de reconnaissance. C'est exactement ça. Donc, j'insiste, la première chose à faire quand tu veux parler de marque employeur et de stratégie, c'est de balayer chez soi. Ça veut dire que déjà, tu t'assures que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que il y a sur certains sujets, ça vaut pas le coup d'en rajouter. Il faut juste dire ce qui est et on peut assumer de pas être parfait parce que tu sais quoi, des entreprises parfaites, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on offre de différenciant? Qu'est-ce qu'on offre comme belle expérience? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez quoi? Et je vais te donner un exemple très parlant, hein. Il y a des entreprises qui vont chercher des gens en leur disant gros salaire, vous allez toucher plus de 30% du prix du marché. Il y a des gens qui s'en foutent. Et il y a des gens qui disent, vous savez quoi? Et des musées, par exemple. Je discutais avec un musée, avec le directeur RH d'un musée, qui nous disait, nous, on n'a pas les moyens de s'aligner sur des grands groupes ou des startups hype. Mais ce qu'on offre aux gens, c'est de leur dire, venez, il y a un musée, vous êtes dans un environnement culturel, on vous met à disposition des billets pour vous, pour votre famille, on vous met à disposition des conférences, et si vous voulez, vous pouvez venir dans le musée 1 heure avant les ouvertures ou 1 heure après les fermetures, et vous avez le droit de profiter de la collection. Ça mange pas de pain, ce genre de choses, les gens adorent. Et du coup, voilà, c'est qu'est-ce qu'on met en avant, sans mentir, pour attirer, fidéliser et engager les gens. Ouais, dans l'épisode précédent, là, j'avais invité Marianne, qui s'occupe un peu dans les transformations des pratiques RH. Elle m'a dit, justement, pour recruter un peu, comme tu dis, les numéros 10, elle a un peu dépoussiéré un peu le système, tu vois. Donc, elle parlait d'une mission, c'était un recrutement d'un binôme, en fait. Ok. C'était de recruter 2 personnes pour qu'ils travaillent ensemble sur une mission, en interne. Et en fait, elle a imaginé ça, en fait, sur format d'escape game. Ouais, bien sûr, hein. Et du coup, tu vois, t'as déjà le côté fun. Donc déjà les candidats, quand tu leur dis il y a un escape game, ceux qui sont pas dans l'état d'esprit, ils postulent pas, ils disent non mais ça je suis pas là pour jouer, tu vois. Enfin, donc déjà ça fait le filtre. Et chez d'autres personnes, jeunes ou moins jeunes, avec un esprit ouvert et qui est un peu joueur, ça a marché en fait. Et ça a marché. Et ce système de recrutement, tu vois, ce format-là, elle m'a dit, en 10 jours c'était fini en fait. Et elle m'a dit en plus le pire, tu vois, c'est que la priorité, tu vois, c'était un binôme, tu vois. Donc, parmi les candidats, il y en a qui étaient vraiment bons individuellement, mais on les a pas pris parce qu'on voulait vraiment un binôme, tu vois. Et ça se trouve, voilà, c'est des gens qui auraient pu cartonner, tu vois. Mais nous, on voulait vraiment quelqu'un qui corresponde à la mission et ouvert d'entreprise. Et voilà, il y avait pas de bullshit en fait. Donc, Ouais, ils se connaissaient déjà avant, c'est ça? non, ils se connaissaient pas justement, mais ils ont mis justement en situation avec l'escape game. Donc quand ils savent pas, s'il y avait des questions, ils savaient pas où est-ce que l'autre blâmait l'autre, où est-ce que l'autre le stressait en disant non mais là où est-ce que l'autre l'encourageait, tu vois. Enfin tu vois, ils étaient déjà mis en situation ensemble en fait, sans forme de jeu, tu vois. Donc ouais, comme marque employeur, c'est super puissant, tu vois. Et il m'a dit ouais, c'est un peu pas fait le buzz, tu vois, mais tous les candidats même qui ont pas été retenus, tu vois, ils ont retenu, ils se sont dit putain, c'est une boîte avec un mindset jeune, tu vois. Enfin c'est Ouais, hyper malin. même s'ils ont pas été retenus, ils ont retenu voilà, ils ont un avis positif sur la boîte, tu vois. Tu vois, ça, c'est une excellente stratégie de marque employeur sur l'attraction et en même temps, c'est hyper bon pour les RH parce que c'est directement un système de qualification. Spotify fait un peu ça aussi. Il demande aux gens qui veulent postuler, écouter un de nos podcasts pour pouvoir y répondre. Tu vois, ça prouve aussi l'engagement là des gens. Est-ce que les gens en veulent vraiment? Et t'as raison. Enfin, ce que tu dis est très juste. Ça met directement dans le bon mindset en disant, mais attends, nous, on n'est pas qu'une boîte de vieux croutons ou tout. Il y a ce côté jeu, il y a ce côté entraide. Le fait d'avoir un binôme, du coup, on voit tout de suite les interactions dynamiques et du coup, ça fait une vraie contre-force dans une équipe pour pouvoir accélérer encore plus. Enfin, non, ça, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que toutes les entreprises en sont capables? Tu connais la réponse aussi, tu vois. Et c'est pas qu'une question d'entreprise, c'est que parfois,
bah, t'as besoin de recruter sur, je dis pas que sur des sujets chiants, mais sur des sujets en mode, bah voilà, moi j'ai été recruté en tant que contrôleur de gestion à un moment, bah il y a beaucoup moins de fun. Et si on m'avait demandé de faire un escape game pour valider mes compétences de contrôleur de gestion, ça aurait été plus compliqué, tu vois. Mais en tout cas, ce que j'entends derrière, c'est la boîte est capable d'aligner ses valeurs avec ses façons de procéder. Si derrière une des valeurs de cette entreprise, c'est de montrer qu'elle est professionnelle, mais qu'elle sait prendre la vie du bon côté avec le côté jeu, et ben elle aligne ses processus de recrutement. Et ça c'est exactement le bon mécanisme. Donc oui, dépoussiérer. Ok, donc là on a balayé un peu le sujet de recrutement. Partons justement sur le défi de la fidélisation. J'ai une anecdote sur ça, hein, mais je te laisse en parler en premier. Ah ouais. Ah, mais du coup, moi, je suis beaucoup moins sur les phases de recrutement. Tu vois, je travaille sur la marque employeur, sur les stratégies de marque employeur. Après, les process de recrutement, un peu moins, parce qu'il y a des gens bien meilleurs que moi sur les sujets. Mais moi, il y a un des sujets, du coup, quand on parle de fidélisation, que je travaille principalement sur les plans de formation. Comment tu accompagnes les gens à monter en compétences? Comment tu accompagnes les gens à grandir? La fidélisation, pour moi, c'est aligner ses actes et ses paroles. Donc, c'est le côté je suis fier de travailler parce que il y a des choses qui se passent. Donc ça, c'est vraiment important de travailler sur la congruence. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, OK, j'aide mes collaborateurs, mes employés, tout le monde à grandir, à monter en compétences. Mais pas comme moi, je l'entends. C'est pas de dire, hey, vous savez quoi, tout le monde va apprendre à faire des macros Excel. Non. C'est, OK, on va personnaliser des plans de montée en compétences et des plans de formation. Et pas juste en leur balançant 17 heures de d'e-learning en asynchrone chez eux le samedi ou le dimanche. Non, on va les accompagner. On va faire des vrais plans pour eux, selon leur profil d'apprentissage. On va les accompagner. Tu vois, toi, t'es Scrum Master. Bah, est-ce qu'il n'existerait pas un job en learning, donc on apprend pour les compétences, les formations, de dire, bah voilà, moi, je suis un learning Scrum Master. Je travaille par itération sur les plans de formation et les plans de développement des compétences pour faire en sorte que tous les gens atteignent leur zone de génie, leur niveau de performance optimal dans un environnement optimal. Et bien ça, c'est une bonne stratégie. Alors le balancer comme ça en 18 secondes, tout le monde va te répondre, mais attends, ok, super, c'est une phrase tirée d'un bouquin, X ou Y, et derrière, comment on fait? Là, on n'a pas le temps du podcast pour montrer, mais c'est loin d'être quelque chose de générique, et ça marche. On peut travailler sur les compétences. Et toutes les entreprises, grandes ou petites, travailler sur comment on fait pour aider les gens, ça, c'est simple. Ouais, j'ai une histoire sur ça, hein. Il y avait une boîte, tu vois, que j'accompagnais, et ceux qui étaient en prestation, en freelance, ils sont restés plus longtemps que les gens en CDI. Et pourquoi? Déjà, tu vois, quand tu dis ça fait bizarre. Tu dis, ouais, il est en prestation, normalement, il peut se barrer à tout moment, tu vois. Donc, les freelances, toi, ils restaient parce qu'ils disaient, moi, les valeurs d'entreprise et tout, j'aime bien, tu vois, mais sans plus, tu vois. Par contre, j'aime bien le cadre de travail. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le cadre de travail, j'aime bien les relations avec le client, tu vois. Moi, ça me fait rester, tu vois. Et il y a pas de souci, tu vois. Je peux trouver un autre TGM, plus avec une autre boîte, mais là, la mission est long terme, ça me plaît et je reste, tu vois. Quand j'ai fait ça, je fais ah. Et d'un autre côté, tu vois, j'avais les autres personnes en CDI, tu vois. Ils demandaient des formations, tu vois. Toi, j'avais une personne qui était un peu plus dans le business, tu vois. Et elle avait demandé une formation en UX design et ça lui a été refusé parce qu'on lui dit c'est pas dans ta fiche de poste, machin bidule. Et toi, t'es plutôt dans le business et les affaires, tu vois. Enfin, ça correspond pas à ta fiche de poste. Donc après, ils ont sorti problème de budget, machin bidule. Mais après, la personne, ça, comment dire, c'est dramatique, tu vois. Enfin, déjà, il y a un non, il y a même pas de négociation, donc il y a pas de compréhension du besoin. Et en plus, ouais, il y a de la frustration. Et au final, la personne, elle allait se former dans son coin en UX, tu vois. Et une fois qu'elle allait certifier tout, elle est partie en fait. T'as tout dit. Franchement, cette anecdote résume à merveille tous les efforts que doivent faire les entreprises pour fidéliser. Parce que c'est bien facile. Il y a trop de personnes encore. Quand on parle de marque employeur, tout le monde se dit, ah, ok, on va attirer des gens, des jeunes, des compétents, des data scientists, des girafes et des zèbres et tout. Et derrière, attirer, c'est pas le plus compliqué, tu vois. Enfin, derrière, si c'est un tonneau percé, tu vois, si les gens partent, et t'as très bien résumé, si les gens partent au bout de 3 mois, 6 mois, parce que tu peux avoir mettre tout l'argent que tu veux pour attirer, s'il n'y a pas de fidélisation, tout le monde part et ta boîte est pliée parce que pas de culture, juste on fait les tâches sans suivi, sans rien.
C'est exactement ça. Et ça marche pour les projets aussi, tu le sais très bien, hein, Christophe. Donc du coup, derrière, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que avant de se lancer sur n'importe quelle stratégie d'attraction, juste encore une fois, regardons ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de fidéliser, récompensons en quelque sorte les gens qui sont là, les gens qui participent à la culture, les gens qui restent. Pourquoi les gens restent, tu vois? Enfin, les diagnostics sont clés. Et dans toute mise en place, quand on parle de marque employeur, c'est vraiment le fait de dire, bah ouais, quel est le diagnostic? Pourquoi les gens restent? Tu vois là, moi, la boîte dont tu me parles, j'adorerais aller faire un tour, de dire, ok, les freelances restent parce que ça veut dire qu'ils sont suffisamment payés, donc on met des budgets et l'apport technique est intéressant. Les salariés, les CDI ou autres ne restent pas parce qu'il n'y a pas d'environnement de travail propice à leur croissance, à leur performance et tout ça. Ok, ça c'est hyper simple à gérer. Cette boîte, elle double derrière ses entrées ou elle double sa performance si elle met en place quelque chose. J'en suis persuadé. T'as déjà accompagné une boîte, tu vois, où justement il y avait des résistances à ça, tu vois? Genre, ils te sortaient, maintenant on a un budget serré, on peut pas, tu vois? Enfin, comment quand t'as des boîtes qui sont un peu résistantes au changement, bon, s'ils font appel à toi, ça veut dire que déjà, ils ont un pas pour vouloir changer. Mais comment tu leur mets le pied dans le caca, en fait, pour leur dire, mais si vous changez pas, les choses changeront pas, tu vois? En fait, aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes, on appelle quand on a un sentiment d'urgence très fort. Ça veut dire qu'on a déjà perdu des personnes qui ont énormément de valeur. C'est très compliqué, mais tu sais, c'est comme aller voir une psy, ou enfin un ou une psy, aller prendre un ou une coach. Il y a trop de gens qui vont voir un ou une psy une fois que c'est trop tard, ou un coach une fois de dire, ok, bah j'ai dépassé le stade du burn-out ou des choses comme ça. Et c'est dommage. Et les entreprises, c'est un peu la même chose. Les gens, certaines personnes qui viennent me voir sont déjà en mode genre, ok, on a perdu toute une partie de nos meilleures personnes parce que tu sais quoi, ben, les meilleures personnes ou les personnes les plus compétentes techniquement ou les personnes qui ont des croisements de compétences, tu vois, quelqu'un qui parle coréen et qui en même temps fait de l'UX design, bah, pardon, mais sur le marché, si tu travailles pour un client coréen alors que tu es une boîte française en UX design, et t'en as 4, tu vois, enfin en France. Et en fait, c'est ça, c'est ces croisements de compétences qui sont vraiment intéressants. Et du coup, ben, les entreprises viennent en disant, OK, sur les 6 derniers mois, il y a 7 de nos data scientists qui sont partis. On en a retrouvé que 3. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, mais c'est trop tard, en fait. Donc, du coup, on est obligé de tout déconstruire pour ensuite reconstruire quelque chose. Donc, si tu veux, moi, quand j'interviens sur la plupart des sujets, c'est déjà les gens sont au courant. Donc après, les points de budget, enfin, lancer des stratégies de marque employeur, tout ne coûte pas des millions ou des centaines de milliers d'euros. Enfin, il y a des choses toutes bêtes. Enfin, tu vois, un des sujets que j'adore, c'est exemplarité managériale. Est-ce que vos managers sont capables de dire merci aux gens de vos équipes? La culture du feedback. Est-ce que on dit merci? Est-ce qu'on reconnaît le travail de chacun? Est-ce qu'il y a, tu sais très bien, ce qu'on appelle les petits chefs? Est-ce qu'il y a des petits chefs dans l'organisation? Est-ce qu'il y a une organisation où il y a trop de strates, etc. Juste, enfin, il faut pas oublier que on est avant tout des animaux sociaux et que nous dire bonjour à des gens, dire merci, dire bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu as accompli tous les jours, parfois, ça suffit. Mon meilleur exemple, Starbucks. Le programme de reconnaissance de Starbucks, tout est là, le reconnaissance. Eh ben, qu'est-ce que tu gagnes? Bah, t'as ta tête affichée comme tu es l'employé du mois ou l'employé de l'année. Ça leur coûte un cadre acheté chez Ikea à 3 euros et la photo qui change à chaque fois. Et c'est le meilleur investissement. Bah ouais, les gens sont fiers d'être l'employé du mois et l'employé de l'année. Est-ce que tu penses qu'ils touchent de l'argent? Bah, quand t'es employé du mois, allez, tu gagnes un café? Non, j'en sais rien, mais c'est rien. Quand t'es employé de l'année, tu dois recevoir une médaille et peut-être un dîner au restaurant ou si c'est 100 balles ou 200 balles. Après, ça monte, tu peux être l'employé de l'année de la France ou de l'Europe et tout ça. Et quand à la fin, quand tu es l'employé de l'année chez Starbucks, ton nom est gravé sur une plaque en marbre dans les bureaux de Seattle, d'accord? Mais tu touches pas à 1 million de dollars. Non, pas du tout. Tu dois retoucher une prime qui est complètement, admise, même si elle est sympa, tu vois. Peut-être que tu touches 5 000 dollars. Je pense que c'est le bout du monde. Mais ton nom est gravé à vie dans les bureaux de Seattle. Et tu sais quoi? Les gens ne retiennent que ça. Ouais, il faut s'adapter à la culture d'entreprise et
Ah, tiens, si tu me lances sur un sujet, tu vois. Vas-y. Restons sur la fidélisation des équipes. T'en penses quoi des salariés qui postent sur les réseaux sociaux? Ah là là, vaste emploi. Ça, pour moi, c'est l'opposition entre le nouveau monde et l'ancien monde. Allez, tu sais quoi, je vais aller dans le même sens que toi sur le sujet des plus jeunes et des générations, sans tomber dans les... Mais je vais dire d'abord les plus jeunes et ensuite les autres. On ne fait plus confiance en l'entreprise. Les plus jeunes ne font plus confiance à l'entreprise. Et il y a une perte de confiance dans le message institutionnel. Ça veut dire que si une entreprise X ou Y me parle, d'accord, c'est l'équivalent pour une marque de lessive qui lave plus blanc que blanc, on ne les croit plus. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement s'appuyer sur les personnes qui représentent, qui font, parce que je reste persuadé que c'est les collaborateurs et tous les gens qui travaillent pour une entreprise, c'est un collectif. Et il faut s'appuyer sur ce collectif. Mais il faut pas s'appuyer sur ce collectif en mode genre homme ou femme sandwich. Allez-y, publiez. C'est pas ça. Moi, je suis très pour ces programmes. Et là, du coup, c'est pas tout à fait de la fidélisation. C'est de l'engagement. C'est des programmes d'employés advocacy, donc de collaborateurs ambassadeurs. Moi, je suis pour le côté volontariat, d'apprendre à tout le monde et de pousser tout le monde. Parlez de votre métier, parlez de qui vous êtes, parlez de vos passions, parlez de vos multifacettes, parlez des mangas, de vos voyages au Japon et parlez de votre métier de Scrum Master. Christophe, t'es mon exemple parfait. Non, je rigole, mais c'est vraiment ça. Si l'entreprise ne comprend pas le bénéfice qu'elle a à parler, parce que c'est par la voix de ses ambassadeurs, de ses porte-paroles qu'une entreprise existe. Et moi, je suis très calé sur le sujet. Je préfère qu'une entreprise participe à la formation, apprenne les codes et tout ça, mette quelques règles. Je suis pour les rituels et les règles. Alors bien sûr, sans dire je voudrais qu'il y ait 3 personnes qui valident ton tweet ou ton post LinkedIn, mais juste de dire, et j'en parlais hier à un de mes clients, moi j'ai une seule règle sur mes publications que je vais vous partager, que je donne à tous mes clients quand on parle d'ambassadora ou de prise de parole. Si ta grand-mère, elle a honte de ce que tu écris en le lisant, ne le poste pas. Mais derrière, tu peux tout dire, d'accord? Enfin, moi, si tu veux, un de mes posts où j'explique que j'ai une psy et une coach et que je travaille sur des problématiques autour de l'ego ou autre, je me suis tapé un torrent de commentaires X ou Y et tout ça. Et tu veux que je te dise, c'est pas grave. Enfin, tu vois, je l'assume. Ça fait de moi une meilleure personne, un meilleur professionnel et c'est OK. Là, j'ai envie de te lancer sur plusieurs sujets, mais je vais essayer de segmenter. Je suis. Moi, le premier sujet, tu vois, c'est que tu l'as dit, c'est l'employeur advocacy. C'est les employés de la boîte qui postent sur les réseaux, tu vois. Moi, je trouve ça trop fort, en fait. Dans le sens où, moi, quand j'ai découvert LinkedIn, tu vois, il y a un an, tu vois, j'ai commencé à avoir des posts de Théo Lyon, tu vois, avec sa boîte Kodak. Après, j'ai vu d'autres posts d'autres personnes qui s'appellent Mathieu Pimort, tu vois. Et tu sais quoi, je crois que j'ai mis 6 mois pour comprendre qu'ils étaient dans la même boîte, en fait. Pourquoi? Hyper intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ils parlaient d'eux-mêmes, ils parlaient de ce qu'ils faisaient dans la boîte, tu vois. Et ça commençait à m'intéresser, tu vois. Ils mettaient pas trop en avant. Tu sais, ils mettaient pas en avant. On a fait tel ou chef d'affaires, on a signé ce client, on est trop fort et tout. C'était vraiment soit des réflexions business, soit des réflexions sur leur quotidien. Tu vois, Mathieu Pulin, je crois qu'il a fait un post où il parlait. J'ai eu trop de calls, j'ai eu trop de clients en même temps, tu vois. Enfin, c'était chaud, tu vois. Parce je crois qu'il y avait une vidéo YouTube où il a été mis en avant, où je me rappelle plus. Et ouais, du coup, il disait, ouais, c'était chaud cette période-là, et je trouvais ça vraiment intéressant qu'il partage ça, tu vois, sa vulnérabilité, tu vois. Et pourquoi je te dis, c'est que après 6 mois que j'ai compris que c'était dans la même boîte, tu vois, c'est que, tu sais, à force de les suivre, tu vois, tu t'intéresses. Parce que si les gens, ils sont intéressants, tu vois, tu t'intéresses, et après, t'engages. Si tu poses des trucs, comme tu dis, où ta grand-mère a honte, ou je sais pas quoi, à la limite, pour moi, c'est pas trop grave, parce que si un post il flop, personne va le voir. Donc, tu peux reposter, les gens ont oublié ou l'ont pas vu, tu vois. Et donc, à force de poster des choses intéressantes sur eux et leur façon de travailler, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à la boîte, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la boîte, je dis, il travaille chez Kodak. Ah ouais, ok. Ah ok, Mathieu, il est plutôt dans l'autre filiale, tu vois. Théo, ok. Puis j'ai commencé à m'intéresser à cette boîte, tu vois. Et ça me faisait marrer parce que Thibaut, lui, là, celui qu'on parle toujours sur LinkedIn, tu vois, il faisait toujours la blague à Théo. Toi, c'est marrant, je sais pas ce que tu fais dans ta boîte, tu vois. Mais quand t'es passé sur BFM TV et t'as pitché, tu vois, j'ai compris, tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est le fait d'être régulier, de poster régulièrement, tu vois.
Déjà, t'attires la sympathie et déjà, c'est intéressant sur la personne. Après, tu t'intéresses à la boîte. Je suis entièrement d'accord. Et après, j'ai vu comment ils ont accompagné justement les filles de Dijon, là, Annick et Lisa, pour le lancement de Dijon. Et ouais, ils ont fait une campagne de communication et je trouvais ça trop fort, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, cette boîte, franchement, au niveau des valeurs et tout, ça aligné avec moi, tu vois. Et leur stratégie, vraiment forte, tu vois. Il y a d'autres boîtes, hein, après, je te laisse la parole. Il y a, je crois que c'est Wa Galaxy, là. C'était Amandine Barthes, je crois qu'elle travaille là-bas, tu vois. Elle est à la fois freelance et salariée, en fait, tu vois. Et je trouve ça fou, tu vois, ces postes, ils parlent des deux, en fait. Ils parlent son quotidien en tant que freelance, ils parlent aussi son quotidien en tant que salarié, tu vois. Et ouais, Wa Galaxy, maintenant, je sais c'est quoi comme boîte et c'est vachement utilisé par les utilisateurs et tout. Et ouais, mais moi, j'ai testé, tu vois, je trouve ça, ah ouais, c'est cool. Mais je pense que je l'aurais jamais testé si j'avais pas lu les posts d'Amandine, tu vois. Moi, je pense que tout est là, en fait. Tout est là en disant, on fait confiance à des gens, qu'on suit sur leurs choses. Moi, j'adore les gens qui parlent de leur passion. Et je me dis, si ces gens qui parlent de leur passion, de leurs compétences, qui font des ponts sur d'autres différents sujets, restent dans cette boîte, bah, c'est de dire que cette entreprise leur apporte quelque chose. Après, chacun a encore une fois, a ses propres leviers de motivation. Quelqu'un peut me dire, écoute, tu sais quoi, moi je suis hyper bien payé, personne vient m'ennuyer sur des sujets, on me fait confiance, je reste. Et c'est ok, c'est entendable. Mais à partir du moment où j'ai confiance dans une personne parce que j'aime ce que cette personne dégage, j'aime ce qu'elle dit, et derrière, elle fait confiance à une entreprise, ben, c'est un transfert de confiance. Et du coup, c'est ok, plus qu'une boîte en tant que telle. Je suis entièrement d'accord avec toi et tes exemples sont très bons. Pour moi, c'est exactement comme ça qu'une entreprise réussit à montrer, à faire passer ses valeurs. Parce que c'est trop facile d'avoir des valeurs sous forme d'autocollants qu'on met au mur, mais comment est-ce que ça transpire, comment ça se diffuse, et c'est exactement là. Tu sais, on m'a toujours appris, si quelqu'un te dit, hey, tu sais quoi, Christophe, je suis hyper drôle, mais est-ce que tu le fais vraiment confiance? La différence, c'est quelqu'un te fait rire, c'est toi qui vas te dire, ah ouais, il est drôle. Mais à partir du moment où tu es beaucoup plus, allez, en type marketing direct, bah, je suis hyper drôle, tu sais que c'est perdu sur la plupart du temps. Ouais. Et j'ai un autre sujet aussi. Les gens, comme tu dis, des fois, ils ont des ambitions, ils ont d'autres priorités perso, ils s'en vont, tu vois. Et je trouve aussi que c'est super important de savoir laisser partir les gens et partir justement en bons termes. Pourquoi? Parce que ils peuvent rester ambassadeurs en fait de la boîte, tu vois. Exactement. Les gens qui ici, ils peuvent revenir, tu vois. Je sais pas si t'as des exemples de ça. Ah ouais, non mais attends, j'adore, j'adore. Alors merci du coup de ça, tu vois, c'était pas du tout prévu, mais c'est vraiment un sujet. Alors, du coup, je vais beaucoup plus en parler. Il y a deux choses pour moi dans ce que tu dis. Il y a ce qu'on appelle les collaborateurs boomerang. Ah oui. C'est une vraie tendance en ce moment. C'est des gens qui sont dans une entreprise et qui n'arrivent pas à changer de poste ou à avoir un parcours de carrière clair. Donc, ils se disent, hey, tu sais quoi? Ok, je pars. Et puis après, ben, quand on va dire, mon grand-père te dirait, l'herbe, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais l'herbe, elle est verte là où tu l'arroses. Et du coup, ces employés, ils partent, ils vont essayer deux, trois autres choses, et puis ils reviennent dans leur première boîte, pas parce que cette boîte, soit parce qu'elle était très sympa, soit parce qu'ils ont aussi grandi, ils ont gagné en compétences, et là, ils peuvent faire un saut de carrière intéressant pour eux. Ça se fait de plus en plus, c'est une grosse tendance. Ça, c'est la première chose, et t'as raison, enfin, du coup, pour ça, ça implique que l'entreprise a été clean, que le collaborateur a été clean dans son départ, et que tout le monde part en bonne entente, de manière consensuelle, et c'est ok, tu vois, enfin, on n'est pas obligé, enfin, on ne fait plus des carrières à vie dans une entreprise. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, qui est en train de se mettre en place d'abord dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petites, tu vois, enfin, dans les startups, c'est ce qu'on appelle les programmes d'offboarding. Donc, c'est au moment du départ, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Enfin, c'est un peu ce savoir de dire, hey, tu sais quoi, tu pars, on est triste ou c'est ok, mais apprenons sur ce départ. Qu'est-ce qu'on peut savoir comme données, pourquoi tu pars? Est-ce que c'est à cause d'un manager? Est-ce que c'est à cause, alors, sans le citer en tant que tel, mais est-ce que c'est à cause du management? Est-ce que c'est à cause de la non-transparence de ton plan de carrière? Est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est hyper intéressant. Ce côté, cet entretien de départ ou ce programme d'offboarding est hyper intéressant pour la passation, pour le partage des connaissances et pour que l'entreprise apprenne justement de tout ça. Ouais. Ouais, j'aime bien ce principe.
Tu sais, on fait des entretiens d'embauche, tu vois. Après, entretien d'offboarding, c'est simple, tu vois. Parce qu'en plus, comme tu dis, tu vois, ça coûte pas cher, tu vois. Ça n'a pas de coût, en fait, tu vois. Exactement. Enfin, c'est des leviers qu'on peut mettre en place. Oh putain, leur tour, putain, avec toi, laisse tomber, on va pas le temps passer, tu vois. Jean-Noël. Est-ce que t'as d'autres sujets auxquels on a oublié de parler, ou tu veux remettre l'accent ou sur la marque employeur? Alors, oublier de parler, non, je sais pas, il y a encore plein de sujets. Non, sur la marque employeur, vas-y, je suis à ta disposition. Dis-moi, on peut changer de sujet, on peut. Du coup, attends, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi la marque employeur C'est quoi la marque employeur de ton podcast sur que des numéros 10 à partir du moment où tu affiches une telle ambition? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de marque employeur? Si tu imagines une entreprise où ta prochaine équipe, où tu que des numéros 10. Que numéro 10, tu vois, ça fait déjà appel à la chanson de Booba. Donc, tu vois, déjà, ça touche le public un peu jeune, bien que je suis âgé, tu vois. On va dire, j'ai l'esprit ouvert, tu vois. Donc, il y a cette notion de numéro 10. La notion de numéro 10, ouais, c'est le gars, comment dire, on peut compter sur lui, tu vois. Il donne la confiance. C'est un leader, en fait. C'est un leader. Et le but d'un leader, tu vois, c'est d'influencer des gens positivement. Tu vois, il montre l'exemple, les gens, ils montrent le mouvement, tu vois, les gens les embarquent, tu vois. Ils les embarquent pas en mode, bah vas-y, c'est moi le chef et ce que je dis de faire et c'est bon, exécute, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est, on a la vision, on a le mouvement, tu vois. On veut gagner le match, par exemple. Ok. Maintenant, on a la mise en place tactique et tout. Ok. Maintenant, je te fais confiance et go, tu vois. Et de laisser la personne justement libre, déjà d'être créatif. C'est super important en fait. Et c'est pas la créativité, tu vois. Et ça entraîne après l'autonomie, tu vois. Et à partir du moment où l'objectif est partagé pour l'équipe, bah go en fait. Donc pour moi en fait la notion numéro 10 c'est ça. Et tu l'as dit pendant le podcast, tu vois, c'est aussi dire merci en fait, tu vois. On est reconnaissant, tu vois. On a gagné ensemble. Prenons l'exemple du football, tu vois. T'as marqué le but. Ouais, ok, tu peux faire le clown devant la caméra et tout, mais en fait, pour arriver jusqu'au but, toi, t'as un gardien, tu as un défenseur, t'as un milieu, tu vois. Ils ont défendu, ils t'ont mis dans les bonnes conditions, justement, pour marquer le but, tu vois. Et au final, t'as mérité le but pour toute l'équipe, tu vois. Donc, il y a aussi la notion de gratitude et de partage, en fait. C'est aussi pareil, tu vois. Si tu gagnes et que t'es tout seul et que tu partages pas tes victoires, bah, ça sert à rien, tu vois. Enfin, moi, c'est ma conception de la vie, tu vois. Si tu partages tes défaites, parce que, voilà, il y a ça aussi. Mais les victoires, même les petites, tu vois, il faut les partager, tu vois. Enfin, si t'es tout seul, si tu les partages pas avec des gens à la même valeur que toi, ouais, je trouve pas ça intéressant, tu vois. Enfin, Allez, deux rebonds parce que j'adore, hein. Enfin, tu vois, on pourrait en parler des heures. Mon premier rebond, c'est plutôt que de parler de foot, parce que tu vois, quand on est en foot, il y a cette notion d'équipe. Du coup, je vais décentrer un tout petit peu et te dire, si on parlait de Formule 1, parce que tu vois, la Formule 1, il n'y a qu'un seul mec sur le podium, il n'y a que le pilote. Le pilote, on lui dit bravo, il s'entraîne, c'est lui qui est partout, tu vois. Enfin, mais derrière, dans une équipe de Formule 1, pour une voiture et un pilote, il y a parfois 60 personnes, tu vois, en moyenne, je crois que les équipes font une soixantaine de personnes. Mais si le mec qui change le troisième boulon de la deuxième roue arrière n'est pas au top de sa performance, d'accord, au moment, à la seconde ou au millième de seconde où il doit l'être, c'est un échec. Et pourtant, on voit que les uns. Tu vois, là, ton équipe de foot sur tes numéros 10, j'entends, tu vois, et il n'y a pas que des numéros 10 dans une équipe de foot, mais là, regarde, une équipe de Formule 1, enfin, une team de Formule 1, t'as le pilote qui est la star, et t'as les 60 autres, personne ne les connaît, personne cite leur nom, et pourtant, s'ils sont pas eux au top, bah, c'est vite compliqué. Donc tu vois, regarde comme ça ce que ça pourrait faire, et ensuite, bah, je vais te faire la principale problématique qui a amené quand tu dis, bah moi je veux qu'il y ait de numéro 10 dans ma team, ça va être de dire, mais mec, t'as que des divas, tu mets 10 divas, Mariah Carey, Beyoncé, Rihanna sur une scène, je peux te garantir que ça va voler des plumes, hein, enfin, parce que chacune est très consciente de sa valeur. Être un numéro 10, c'est aussi être conscient de sa valeur, de ce que tu peux apporter au monde, mais de ce que tu peux apporter aux autres, et comment tu fais pour... tu vois, il y a des équipes, et je vais te rejoindre sur les équipes de foot, il y a des équipes où il y a eu des années que des numéros 10 ou un paquet de personnes de talent incroyable, et ils ont rien fait. Parce que la mayonnaise ne prend pas, parce que chacun joue dans son monde, sur son nombril et tout ça. Et du coup, est-ce que c'est pas le risque, tu vois, moi, quand des entreprises disent on veut que des numéros 10, mais on veut pas gérer les divas, tu sais que c'est perdu. ouais, moi, quand je disais numéro 10, tu vois, c'était plutôt à l'ancienne, en fait.
En fait, c'est une personne, tu vois, qui rend les gens un peu normaux ou allez, même moyens, tu vois, les gens bons, il les rend bons en fait. Il les rend bons parce que il leur fait, il les met dans le cadre, tu vois. Il les met en condition, tu vois. Là, tu vois, en prenant l'exception de foot de 98 quand ils ont gagné la Coupe du Monde, l'équipe de France, tu vois. Et je suis désolé, tu les prends individuellement, je vais faire l'enfoiré, tu vois, mais Christophe Dugarry, pour moi, comparé à Thierry Henry et Trezeguet, tu vois, il a rien à faire là, tu vois. Mais le truc, tu vois, c'est que il joue avec un numéro 10 qui s'appelle Zidane, et le gars, il le connaît par cœur en fait. Donc il le mettait en valeur et il faisait le taf, et c'est lui qui a ouvert le premier but du match, tu vois. Et pour moi, c'est plutôt ça, son numéro 10. Alors que les numéros 10 récents, les numéros 10 récents, les divas, là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est problématique, tu vois. Mais moi, c'était vraiment le numéro 10 à l'ancienne qui rend meilleur les autres, tu vois, et que les autres, après, rayonnent, tu vois, sur le terrain, tu vois. C'était plutôt ça, en fait. Alors, on va se faire traiter de boomer pour la référence à l'équipe de foot de 98. Là, on vient de dévoiler une partie de nos âges et du coup, on vient de tuer tous nos plus jeunes auditeurs. Alors, pour les plus jeunes, en 98, la France a gagné la Coupe du Monde. Et non, et blague à part, ben, en fait, tu vois, c'est là où ça pourrait être vraiment intéressant. C'est, je suis pas certain que ta définition de numéro 10 soit la même pour tout le monde. Et du coup, quand tu lances que des numéros 10, d'accord, dans ma team, ou comme Bouba le disait, ou d'autres, tu vois, peu importe, bah, les gens disent pas la même chose. Ouais, je pense que c'était pas la même Parce que notion. là, toi, tu vois, qui est numéro 10? Est-ce que Dugarry est un numéro 10? Est-ce que seulement Zidane est un numéro 10? Est-ce que, tu vois, parce que pour moi, bah, tu prends les deux personnes là, Dugarry et Zidane, il y a qu'un seul numéro 10. L'autre, c'est un numéro 9 qui a pour volonté, qui accepte de faire briller son numéro 10. Mais là, il a pas d'ego. Il a pas d'ego. Il sait qu'il est un faire-valoir de talent, hein. Mais il sait qu'il est un numéro 2 pour le numéro 10. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, et en fait, si tu me dis ça, bah, là, moi, je challenge ta définition de numéro 10 dans une équipe. Mmh. Voilà. Ah là, tu m'as mis en PLS, là. C'est pas mon but. Pardon. Mais non, mais t'as raison. Non, mais moi, je suis ouvert à la discussion, tu vois. Enfin, moi, il y a pas de souci, tu vois. Mais comme tu dis, en fait, ça dépend du contexte et aussi comment tu te projettes. Mais tu vois, moi, dans la vision, tu vois, c'était ça, tu vois. Tu m'as donné une autre perspective. Mais en fait, t'as raison, tu vois. T'as raison aussi, en fait. Je pense pas que tous les deux on est tort, et je pense pas que tous les deux on a raison, tu vois. Pour essayer de couper la poire en deux, tu vois. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire sur ce sujet. Donc ouais, ouais, pour recouper avec le sujet, oui, tu sais, pour les boîtes, chercher la pépite aux 10 000 pattes. Enfin ouais, le numéro 10, enfin peut-être qu'il n'existe pas, tu vois. Peut-être qu'il n'existe pas. Il faut justement recruter des gens qui s'adaptent en fait, des gens qui s'adaptent et qui on lui donne le moyen justement pour qu'ils grandissent et pour qu'ils puissent tester aussi, hein, tester si ça lui plaît, tu vois. Et après peut-être qu'il finira en numéro 10, tu vois, et il en créera d'autres. C'est hyper intéressant. Voilà ma pirouette. Non. pour refaire ça sur le non, débat. Mais t'aurais pu rebondir, tu vois. Enfin, et tu me parlais de Marianne avec le fait de recruter un binôme. Bah, typiquement, est-ce qu'un binôme de deux fortes personnalités et de deux numéros 10, ça fonctionne? Est-ce que c'est pas le côté complémentarité, etc. Et tu sais quoi? Je sais que t'es fan de manga et de culture japonaise. Je vais faire une transition de fou. Et là, du coup, je vais récupérer les plus jeunes parce que j'ai une vraie passion pour la pop culture et pour pouvoir toucher. Et ma passion m'a conduit sur les mangas. Et je vais parler d'un manga qui s'appelle Blue Lock. Est-ce que tu connais ce manga Blue Lock? Blue Lock, c'est un peu un croisement, c'est dans le monde du football. Et c'est un peu une sorte de battle royale. C'est un entraîneur de génie décide de dire, je veux une équipe junior, enfin de jeunes au Japon qui puisse concurrencer les autres équipes du Brésil, de France et tout ça. Mais sauf qu'au Japon, on est trop mou, on est trop gentil, on n'arrive pas. Les attaquants ne sont pas assez incisifs. Il n'y a pas assez de numéro 10 attaquants agressifs, enfin qu'on la gagne dans l'équipe du Japon, dans les jeunes japonais. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il quadrille l'entièreté du Japon. Il prend le top 100 des joueurs les plus agressifs, des jeunes attaquants que. Donc là, il met littéralement que des numéros 10 au même endroit et il leur dit, vous êtes 100, je prends les 11 meilleurs. Et tous les différents mangas, les différents chapitres sont autour de cette notion de il y a que des forces individuelles. Il y a que des mecs qui sont talentueux, qui jouent au foot depuis qu'ils ont 5 ans
et ils ont 17 ans aujourd'hui, ils ont 12 ans, et ils veulent tous être le buteur vedette de l'équipe du Japon. Même le gardien, c'est un ancien attaquant, d'accord? Et ils leur font faire des matchs et tout. Et voilà ce qui se passe, je vais pas spoiler, mais voilà ce qui se passe dans toute la série de Blue Lock, d'accord? Pour dire, est-ce que si on met que des numéros 10, que des attaquants dans une équipe, on arrive à faire la meilleure équipe du Japon? Et c'est hyper intéressant de voir les bascules psychologiques, les bascules émotionnelles des jeunes quand ils comprennent qu'ils doivent jouer ensemble, quand ils doivent équilibrer ou quoi, ils doivent trancher ou positionner leur curseur entre je marque tout seul ou je fais une passe, entre, eh ben, tu sais quoi, cette série Blue Lock, je suis vraiment tombé dessus par hasard, eh ben, elle pourrait servir à bon nombre de managers dans bon nombre d'entreprises européennes pour comprendre ces notions de zone de génie, de performance, d'équipe et j'allais dire quasiment d'agilité au sens premier du terme, tu vois, de comment t'itères, comment tu accompagnes les gens à mieux itérer, comment t'expérimentes, comment tu peux échouer, remonter sur scène et recommencer. Vraiment, il y a énormément dans cette série. Voilà. Putain, déjà je deviens grossier. Ah non, mais Jean-Noël, là, déjà t'as cassé mon fil rouge du podcast, mais t'as trop d'énergie en fait. Et c'est super intéressant ce que tu dis là, tu vois. Enfin, c'est fou. Enfin, ok, je mettrai à la description du podcast le nom de son manga et c'est animé. C'est sorti en France. C'est sur quelle chaîne ça? Enfin, c'est sur Netflix ou Crunchyroll? Non. Du coup, je regarde pas. C'est vraiment pour moi papier. J'achète les mangas Ok. papier. Ils sont traduits en français. Je lis pas bien le japonais. Ok, ouais, c'est dispo en Ouais, bien papier, sûr. ok. Ça s'appelle Blue Lock et c'est une série. Il y a des spin-offs qui commencent. C'est là où c'est génial. Enfin, tu vois, tout l'univers en tant que tel. Il y a des spin-offs qui commencent à sortir sur certains personnages, des courtes séries de 3 tomes sur des personnages pour leur donner plus de contexte à l'intérieur de certains, pour comprendre leur psychologie, de d'où ils viennent et tout. C'est intéressant. Tu vois, c'est un shonen. Du coup, avec le côté manga d'apprentissage à travers le sport et donc à travers le football. Et pour te dire, je suis vraiment pas du tout football en plus. Et du coup, j'ai une vraie passion pour les mangas de football. Il y en a plusieurs qui sont sortis et c'est des pépites. C'est des pépites. J'ai envie de te poser plein de questions, mais je sens que sinon le podcast va déraper. Tu reviendras dans un prochain épisode plus long, sûrement avec des caméras. Pour te parler uniquement de manga, si tu veux. Non, par contre, je vais pas te laisser comme ça, tu vois. Vu que t'as cassé mon fil, j'avais plein de questions et leur tourne, c'est pas grave. Je vais quand même te poser une question, vu que t'as une forte personnalité. Allez, je vais te la poser. Est-ce que t'as une habitude que tu ne dis à personne? Et là, par contre, tu me parles pas de manga. Une habitude que je ne dis. Alors, je suis assez transparent, tu vois. Enfin, non, j'aime écrire la nuit ou je lis beaucoup la nuit ou vraiment j'attends que tout le monde soit couché. C'est vraiment mes gros moments où du coup je me mets sur. Vraiment, j'ai un côté très, j'allais dire, personnage anglais du XVIIe siècle où je me mets sur le bord d'une fenêtre pour bouquiner en regardant la nuit. C'est vraiment un peu ça. Je me considère comme un vrai feignant. Et le fait d'être feignant, tu vois, enfin, chaque fois que qu'on me demande ou que je dois faire quelque chose ou un client, une partie de mon cerveau me dit qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux mieux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à le faire ou pour que ça soit fait dans le moins de temps. Et en fait, cette approche animale feignantiste, tu vois, parce que pour me dire j'ai tellement mieux à faire ou tout ça, bah, me force à pousser ou à penser sur des choses hyper créatives ou complètement autres, tu vois. Voilà. Et sinon, Ça marche. non, je vois pas comme ça, je vois pas, mais je vais réfléchir et je t'enverrai un petit message en mode genre, ah si, je mange du Nutella avec de la moutarde au miel. Non, ce qui est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, Jean-Noël, t'as trop d'énergie. Ok, Jean-Noël, on va s'arrêter là. Je pense que tu vas repasser, on va remettre un épisode. Je vais essayer d'être meilleur pour te canaliser et pour faire péter toutes tes idées qui sont intéressantes et qui parlera beaucoup de monde. Jean-Noël, si on veut te retrouver, on discute avec toi, travaille avec toi, comment on fait? Bon, sur LinkedIn, sur Insta un peu. Ouais, non, principalement sur LinkedIn. Et sinon, mon numéro de téléphone traîne à peu près partout. Donc, je suis assez. J'ai un côté où on peut me joindre facilement. Je ne décroche pas facilement. Donc, mettez-moi plutôt un message ou par LinkedIn et voilà. Et après, ce sera avec grand plaisir qu'on peut échanger. C'est marrant, hein, parce que tous mes invités, ils ont plein de choses, toi, ils oublient d'en parler, tu vois. T'as vu une dizaine de livres, t'en parles pas. Ouais, mais parce que c'est hyper simple, tu vois, quand les gens vont taper JN Chintreuil ou Chintreuil, des choses vont ressortir, tu vois. Enfin, je m'appelle Jean-Noël et du coup,
ça fait pas partie des prénoms communs. J'ai un nom de famille très français aussi. Donc, dès qu'on tape dans Google, ça apparaît. Et c'est OK, tu vois, je suis plutôt... allez, pour finir par une pirouette, moi aussi. En fait, je suis beaucoup plus intéressé par le prochain livre ou par les prochains livres que je vais écrire, tu vois. Et donc, du coup, j'ai plus envie de parler des prochains livres que je vais écrire que du livre. Donc, ah bah voilà. C'est quoi le prochain? Ce sera quoi le thème? Écoute, j'ai 2 livres que je suis en train d'écrire un peu en parallèle avec, tu vois, j'alterne les deux selon mon mood. Je suis en train d'écrire un livre sur l'usage de l'intelligence artificielle pour les populations RH. Tu vois, de dire, OK, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, d'IA, et les RH sont toujours un peu à la traîne sur des sujets, et ça me fait de la peine, alors que, et en tant que tel, j'ai envie, tu vois, de ne pas qu'ils soient juste des passe-plats sur l'intelligence artificielle. J'ai pas envie que les RH se disent sont juste bons à donner des formations sur l'IA à d'autres gens. Donc, comment eux peuvent monter en compétences, comment ils peuvent gagner en posture et vraiment les idées. Donc ça, c'est vraiment comment les RH peuvent vraiment prendre la vague de l'IA de manière frontale et assumée. Ça, c'est mon premier livre. Et j'adore, avec des ateliers pratiques, tu vois, des vrais cas clients, des vraies interactions. Et mon deuxième, c'est le coaching, et le coaching de performance, mais le coaching professionnel sous l'angle des séries télé. Parce que dans les séries télé, en fait, il y a plein de choses. Et pas que des rôles de coach, mais que ce soit des Breaking Bad, des Zoé, même des petites séries dont on parle moins. Il y a tellement de choses à apprendre. Et du coup, je fais des parallèles en montrant des évolutions de personnages, des choses, des pépites qui sont, tu vois, qui sont oubliées ou qui peuvent passer. Allez, moi, ce que j'adore, j'ai adoré Ted Lasso, la série Ted Lasso. Et si tu veux, j'ai soutenu mon mémoire de coach uniquement avec Ted Lasso. Ah ouais. Bien sûr, dans cette série est fabuleuse, et il y a tellement de choses. On peut apprendre à chaque saison des milliards de choses. Et donc, du coup, je suis en train de préparer un livre sur le sujet autour du coaching et par les séries télé pour comprendre comment des choses peuvent nous aider. On n'est pas obligé de payer des coachs très très chers, il suffit de regarder des séries télé. Non, je rigole, c'est pas. Les deux sont possibles. Pour finir, là, moi, il y a une série télé qui m'a marqué, tu vois, comme tu dis, il est pas très connu, je sais pas si tu la connais, ça s'appelle Friday Night Lights. Ah, c'est une de mes séries dans mon top 3. Tu déconnes. T'es sérieux, là? Ah ouais. Moi, c'est pareil, c'est dans mon top 3. Personne la connaît. Mais attends, mais moi, j'étais à Dillon, Texas. Mais c'est incroyable, j'en ai... Non, mais voilà. Clear Eyes. Non, mais cette série-là, tu vois, ouais, souvent, tu parlais de coaching. Laisse tomber, le coach Tyler, c'est mon modèle, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr. Bon, là, on va clore le podcast. Sinon, le podcast va se servir en série télé. c'est trop fou. Je débute mon bouquin tout direct de mon intro. Ouais. C'est une partie de FNL. J'en parle direct. Bon, Jean-Noël, je suis obligé de couper là. Tu reviendras parce que là, il y a trop de choses à dire. Avec grand plaisir. Je te remercie. Je pense que les auteurs et les autrices ont vu qu'il y avait une réelle connexion. Et moi, j'ai kiffé ce moment-là. Je te remercie. Et j'espère que toi aussi, tu vois. Ben, moi aussi, merci. Désolé d'avoir hacké une partie de ton fil directeur. On est authentique, tu vois. Enfin, dans le vrai sens du terme, tu vois. Et c'est cool, tu vois. C'est vrai. Et merci à toi. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt, Christophe. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.